Rue propre, espace vert bien entretenu, ravalement des façades. Ce sont ces critères qui ont valu au village d'Abobo Baoulé un prix spécial d'aménagement. Prix décerné par l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire à RDCI en collaboration avec l'Association Territoire et Paysages, initiateur du concours national des villes et villages verts et fleuris. Pour récompenser ses efforts, la RDCI offre au village d'Abobo Baoulé du matériel d'aménagement et d'entretien d'espaces verts. Les critères essentiels, c'est le patrimoine végétal et paysager, le cadre de vie, l'environnement, le cadre de vie, et puis la valorisation et la promotion des aspects, des éléments touristiques. C'est un concours auquel Abobo Baoulé a souscrit et a gagné par sa performance, par la qualité de sa ville, par le travail que le chef de village a imprimé dans ce village. Ce prix est le fruit d'une vision de bien-être acceptée et épousée par tout ce village. On a hérité d'un village qui a été conçu, bâti avec des principes modernes, mais il fallait l'entretenir, il fallait le maintenir, la propriété. Ce n'est pas facile, mais nous essayons chaque jour que Dieu fait pour que cela demeure un beau cadre de vie. C'est ce que nous avons essayé de faire. Certainement, cette reconnaissance va à l'endroit aussi de la population. Le concours national des villes et villages verts et fleuris est à sa première édition. Il a été initié en 2014 pour sensibiliser les populations et les élus à l'aménagement du territoire, et ce par la création des parcs, d'espaces verts, de plantings d'arbres et de ravalement des façades. L'Union nationale des marchés de Côte d'Ivoire est à pied d'œuvre pour organiser le secteur. Elle a procédé à l'investiture des responsables communaux des marchés du district d'Abidjan. Cette nomination, c'est un sentiment de joie et ça reflète bien sûr le travail. Après, nous allons travailler parce qu'au niveau du secteur commercial, il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire créer des liens de coopération et de solidarité à travers les différents marchés. Créer des plateformes d'échange dans les marchés locaux comme extérieurs. Au cours de la cérémonie, les 13 présidents communaux ont été aspergés d'eau et ils ont reçu leur décision de nomination qui définit leur mission. L'investiture est l'aboutissement d'un travail fait en amont. C'est un travail de fourmi que nous avons fait. Le marché, c'est une entité, donc le marché a quand même une tête, c'est-à-dire que soit une fondatrice ou un fondateur. Alors nous sommes passés par les fondateurs et fondatrices. Ils nous ont aidés, appris à être en contact avec les commerçants qui sont sur les marchés. On peut prendre le cas de la commune de Yopougon, il y a 39 marchés. Nous avons réuni les 39 marchés, nous avons demandé au président des 39 de nous trouver un interlocuteur qui va représenter les 39 présidents. Et c'est ce qui a été fait, qui a ressorti le président communal de Yopougon. Le ministère du Commerce était représenté par Mme Mo Constance Viviane, directeur de l'Office de commercialisation des produits vivriers OCPV. Elle a salué cette organisation qui permet à l'administration d'avoir des interlocuteurs dans les différents marchés. Donner son sang pour sauver des vies. Engagement noble des étudiants de l'Association des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, AGECI, session Cocody, tant le précieux liquide se fait de plus en plus rare. C'est donc ce qui justifie la présence du Centre national de transfusion sanguine à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ma petite soeur qui a été confrontée à ce problème-là à 13 villes, on a tourné partout, vraiment, ça n'a pas été facile, mais Dieu merci, on a eu aussi. Donc je suis venu sur le campus, j'ai vu qu'il y avait un tel truc, j'ai eu bon utile de venir donner mon sang pour espérer juste sauver des vies, quoi. Il s'agit pour ces étudiants de récolter autant de poches de sang que possible en vue d'épargner les vies des nombreux demandeurs. Les étudiants de toutes les facultés, et principalement ceux inscrits en sciences économiques et de gestion, ont participé à cette opération à portée sociale. C'est de montrer aux yeux du monde que les structures syndicales ne savent pas que revendiquer. Elles s'inscrivent aussi dans la logique des œuvres humanitaires. Au lieu de s'entre-déchirer, au lieu de faire toutes des histoires, nous avons plusieurs malades qui sont à l'hôpital, plusieurs personnes qui ont véritablement besoin de sang. Or, nous savons que le message qu'on nous donne à travers le don de sang, c'est que quand tu donnes une poche de sang, c'est que tu sauves une vie humaine. L'Association des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, AGECI, session Cocody, existe depuis 2004. À son actif, plusieurs actions humanitaires.
Sortie officielle de 500 étudiants en droit privé Master 1 ce jeudi à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À l'occasion, quelques conseils du parrain venus partager son expérience avec ses filles. D'abord, c'est la formation et cette formation, elle est continuelle. Nous considérons que les formations que nous avons tous eues à l'université sont des formations de base. Mais avec un monde du travail qui évolue, avec les défis qui évoluent, il faut une formation perpétuelle et puis une capacité d'adaptation. La 3e promotion Master 1 droit privé est donc prête à relever le défi de l'employabilité, elle qui se veut une jeunesse intelligente, forte et dynamique. Avec la formation que nous avons acquise à l'université, nous serons face au défi de l'emploi. Nous avons été bien formés par nos maîtres. Nous demandons donc aux entreprises de bien vouloir nous accueillir les bras ouverts. La promotion Master 1 passe ainsi le flambeau à 600 autres étudiants en licence 3. Sai Kung, l'endroit idéal à Hong Kong pour un plat de fruits de mer. Pourtant, 90% de ces poissons et crustacés sont importés. Pire, certaines des espèces consommées sont en danger, mais pas question de changer le menu. La plupart des clients de Chine continentale sont au courant pour le mérou, les homards australiens ou le panope du Pacifique. Et ils viennent au restaurant pour ça, sur tout ce qui est rouge, parce qu'ils pensent que ça porte chance. Plus de la moitié de ce qui est servi ici n'est pas produit en respectant la préservation des ressources naturelles. Mais peu de clients savent vraiment ce qu'ils ont dans leur assiette. On pensait qu'on allait manger des produits du coin, donc c'est un peu décevant. En gros, vous choisissez quelle sorte de fruits de mer vous voulez et comment le cuire, et on vous le sert. Pour faire prendre conscience du problème, l'ONG WWF publie un guide des restaurants de fruits de mer qui préserve l'écosystème. Un cahier des charges difficile à respecter pour les restaurateurs, mais pas impossible. Les restaurants devraient faire le premier pas et proposer un menu aux clients avec des produits de la mer qui sont durables. Cet éleveur de mérou tente d'accorder ses exigences environnementales avec celles de la clientèle locale. Je pense que les consommateurs de Hong Kong ne s'intéressent pas au développement durable, mais ils sont vraiment inquiets pour leur sécurité alimentaire. Hong Kong est le 2e plus gros consommateur de produits de la mer par habitant d'Asie. Pour la ville, accommoder cet amour dévorant avec le respect des ressources est un défi de taille, tout comme son appétit. Pour accéder au château de Peyrepertus en pays Qatar, il ne faut pas avoir peur de grimper pendant 800 mètres et sous la chaleur. C'est des forteresses imprenables, ce qu'on appelle les citadelles du vertige. Pour y venir, ça se mérite. Puis il ne faut pas avoir peur du vertige. Des constructions uniques que le maire de la commune souhaite voir classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. On les connaît sous le nom de château Qatar. Au XIIIe siècle, les Cathares, des chrétiens dont les croyances sont jugées hérétiques par l'Église catholique, sont protégés par les seigneurs locaux. Ici, c'est Guillaume de Peyrepertus qui les accueille et refuse de se soumettre à la couronne jusqu'au milieu du XIIIe siècle. Les Cathares n'étaient pas des bâtisseurs, n'ont jamais rien construit. Ce sont des forteresses médiévales édifiées sur des anciens castrums qui appartenaient aux seigneurs occitans qui ont été conquis durant la croisade. Le roi Louis IX décide alors de fortifier ces châteaux, 7 au total, pour renforcer la frontière entre le royaume de France et celui d'Aragon. Aujourd'hui, on fait des travaux de restauration, on alimente le chantier par hélicoptère. Donc imaginez, à l'époque, ces châteaux ont été construits en place, les carrières étaient sur le monument. Donc ce fut un exploit technique au XIIIe siècle. Une architecture directement inspirée de celle de la cité de Carcassonne, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997. Aujourd'hui, Sébastien Plat espère que l'organisation internationale reconnaîtra le caractère unique et la valeur exceptionnelle de ces châteaux. Les touristes en visite soutiennent l'initiative. Si ça permet au site de perdurer dans le temps, oui, pourquoi pas. Et à celui-ci, il y en a d'autres aussi. Ça serait certainement une bonne chose parce que c'est quand même notre patrimoine, une partie de notre histoire, de nos religions. Si pour tout et autant le qatarisme était une religion. Chaque année, les châteaux du pays Qatar attirent presque 3 millions de touristes. Un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO permettrait de rentrer dans la cour des grands en attirant encore plus de touristes étrangers et notamment asiatiques.